De retour sur le plateau RNJ au Forum Normandie pour la paix, nous accueillons de belles invités avec Marie qui va m'aider à interviewer. Donc nous avons avec nous Véronique Roger-Lacan et Madame Julie Faure. Bonjour Morgane. Alors peut-être commencer sur votre conférence de demain, intitulée Les raisons de la colère, enjeux sociaux démocratiques et environnementaux pour la paix. J'aimerais savoir, sans nous dévoiler la totalité de la conférence, est-ce que vous allez nous proposer des réponses à cette colère ou juste énumérer les raisons de cette colère? Bonjour, je suis Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France à l'UNESCO. Je suis très heureuse d'être avec vous, reporter Normandie Jeune. Bravo à vous deux d'être sur ce plateau, de nous interroger. Ce que je dirais demain au Forum Normandie pour la paix, c'est qu'il existe un grand nombre de rassemblements, y compris le Forum Normandie pour la paix, qui traitent de questions de sécurité, de stabilité, et qu'il n'existe aucun forum qui traite de l'apport de la culture, de l'éducation, de la science à la sécurité et à la stabilité dans le monde. Or, l'acte constitutif de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour la culture, l'éducation et la science, est fondé sur un acte constitutif qui dit, dans son préambule, article 1er, c'est dans l'esprit des hommes que naît la guerre, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être semées les graines de la paix. Et voilà ce dont je parlerai demain, de l'acte constitutif de l'UNESCO, qui a pour donc objectif de semer les graines de la paix dans l'esprit des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, et de la nécessité de créer un forum comme Normandie pour la paix, un forum qui réunisse des acteurs de la culture, de l'éducation et des sciences, mais qui se prononcent en faveur de la paix et qui présente un plaidoyer très clair et très mobilisateur sur l'apport de la culture, de la science, de l'éducation pour la paix. Et le forum Normandie pour la paix pourrait être ce forum de culture pour la paix. Et pour vous, Madame Faure, en quoi est-ce important pour vous d'être ici au Forum Normandie pour la paix ? Je suis venue donc pour accompagner donc Madame l'ambassadrice Véronique Roger-Lacan, puisque je suis sa conseillère donc à la délégation permanente de la France à l'UNESCO. C'est important pour moi pour les mêmes raisons donc, qui ont été mentionnées, mais aussi pour voir éventuellement les sites qui symbolisent aussi la paix qui se trouvent en Normandie, comme par exemple les plages du débarquement. Parce que vous venez d'où au final ? Vous venez d'où ? Nous venons de Paris. De Paris, très bien. L'UNESCO a son siège à Paris. Okay. Et nous travaillons toutes les deux. Donc je suis ambassadrice, Julie, la conseillère pour la culture et le patrimoine, à Paris, au siège de l'UNESCO. Très bien. Alors vous nous avez parlé de culture, vous nous avez parlé de science. Vous en parlez comme des moyens d'action, plus comme des moyens de prévention. Est-ce que dans le contexte actuel où l'écologie fait débat, la place des femmes fait débat, faut-il encore prévenir ? Est-il encore temps de prévenir ou faut-il agir ? Il faut faire les deux et l'UNESCO fait les deux. L'UNESCO prévient parce qu'en effet, éduquer, promouvoir la culture, promouvoir le savoir, promouvoir une histoire commune, une histoire universelle, promouvoir un accord entre historiens, promouvoir l'accès de tous à la science, promouvoir la reconnaissance internationale des diplômes. Vous imaginez à quel point vous êtes jeunes universitaires, à quel point il est important pour vous, quand vous aurez votre diplôme, si vous le souhaitez, d'aller travailler en Uruguay, en Argentine, mais surtout aussi pour les jeunes gens qui viennent de zones de conflit, qui sont souvent, vous connaissez l'histoire de thésards syriens, de médecins syriens, à l'époque de scientifiques vietnamiens qui ont traversé des océans, des guerres et qui arrivent en France parce que c'est en France ou dans d'autres pays qu'ils peuvent se réfugier et qui deviennent chauffeurs de taxi parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus. Et ces sciences et savoirs ne sont
sont complètement exploitées. Ça en fait des personnes dont on ne bénéficie plus de l'expérience, du savoir. Donc voilà, l'UNESCO, ça sert à ça. Alors c'est un chantier absolument gigantesque parce qu'il est évident qu'en France, par exemple, la faculté de médecine, les diplômes de médecins en France considèrent que les médecins en Afghanistan ne sont pas formés de la même manière que les Français. Donc parfois, il s'agit aussi de santé publique française, de toutes sortes de questions comme ça. Mais à l'UNESCO, on en discute. Donc c'est à la fois de la prévention, parce qu'on fait de sorte que l'ensemble des pays, on espère que les pays aient un même socle de normes, de culture, d'éducation, et une action, parce que on protège à la fois des individus et on agit sur ces sujets-là. Mais c'est aussi une organisation d'action, parce que par exemple, l'explosion au Liban, à Beyrouth, début août, a eu comme conséquence terrible que les enfants de Beyrouth, en plus de la pandémie, ne peuvent vraiment plus retourner à l'école. Et donc l'UNESCO, la directrice générale de l'UNESCO s'est rendue à Beyrouth. L'UNESCO s'engage à reconstruire des écoles, à former, à reformer des professeurs qui ont perdu tout leur manuel, leurs connaissances, etc., à pouvoir remettre l'école et les universités en place. De même, tous les artistes, les industries culturelles et créatives de Beyrouth ont été complètement détruites par cette explosion. Et l'UNESCO a pour ambition, comme objectif, de reconstruire, parce qu'un pays, une ville comme Beyrouth, un pays comme le Liban, doivent, pour exister, faire exister leur culture, leur industrie culturelle et créative, leur éducation. Pour continuer sur cet événement tragique, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour mettre en place toutes ces œuvres de reconstruction ? Alors il y a une première difficulté et la difficulté des autorités auxquelles on s'adresse au Liban. Donc vous avez vu ça dans la presse. Un nouveau gouvernement doit être mis en place. Vous avez vu les déclarations du président de la République, de Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah au Liban. Apparemment, la gestion de la crise politiquement ne va pas de soi et l'UNESCO doit avoir un interlocuteur légitime, un ministre de l'Éducation, un ministre de la Culture, des entités institutionnelles et gouvernementales pour déployer l'argent qu'on aura récolté. Donc ça, après, il faut récolter l'argent. Tout le monde n'est pas très... Alors la question est de savoir si on met l'argent, quelle que soit la situation politique, parce que c'est en donnant des fonds et en réenclenchant un cycle de reconstruction que l'on pourra réenclencher la paix, que l'on pourra réenclencher la réconciliation, ou est-ce qu'on conditionne l'aide ? Est-ce qu'on attend justement que les autorités se soient engagées à stabiliser le pays, à gouverner correctement pour donner l'aide ? Donc là, les contributeurs, l'UNESCO a lancé un appel de fonds et l'objectif est atteint, je pense, à 70-80%, mais il reste encore des fonds à mobiliser. Donc c'est un deuxième défi. Ensuite, après, c'est le défi logistique, parce que pour faire tout ça, il faut des capacités locales ou internationales. Mais pour avoir des capacités internationales, il faut que les capacités d'accueil soient aussi d'accueil de l'aide soient aussi mobilisées. J'aimerais revenir sur votre rôle d'ambassadrice pure et dure au sein de l'UNESCO et votre place en tant que femme. Comment une femme à l'UNESCO vit-elle sa place ? Comment ça marche là-bas ? Est-ce que je peux donner la parole à Julie, qui est une femme remarquable du Quai d'Orsay de l'UNESCO, qui pourra dire ça, et j'ajouterai un petit mot ensuite. Alors, votre rôle de femme à l'UNESCO ? Alors, oui, à l'UNESCO, il y a deux choses. Donc, il y a l'UNESCO et il y a la diplomatie française, puisque nous, ce qu'on fait, c'est qu'on représente la France à l'UNESCO, et donc on fait le lien entre l'organisation internationale et la France et la promotion des intérêts français.
Donc à l'UNESCO, moi je viens d'arriver pour l'instant, enfin pour travailler auprès de cette organisation. Personnellement, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de difficultés, au contraire, puisque c'est une organisation qui est très engagée, comme en tant que partie intégrante du système des Nations Unies pour l'égalité hommes-femmes. Et je pense que ça fait déjà plusieurs années que cette évolution a été amorcée, donc je sens pas du tout de problème ou je ne sais pas, de discrimination. Enfin, pour moi, c'est pas tellement un sujet, en tout cas. Et je sais que l'UNESCO, dans ses projets, dans toutes les différentes composantes de son action, prend en compte la question de l'égalité homme-femme, des genres, et ça d'ailleurs ça fait partie des priorités, des 2 priorités globales de l'UNESCO. Donc il y a la priorité Afrique et cette priorité donc pour l'égalité de genre. Voilà. Et puis par ailleurs, si je peux parler donc de la situation en France, dans la fonction publique en France. Donc c'est vrai que les choses ont beaucoup évolué depuis. Moi, ça fait 10 ans que j'ai commencé à travailler dans ce domaine. Et au début, c'est vrai que je sentais quand même que, ne serait-ce que dans la réussite au concours, il y avait quand même un déséquilibre. Les hommes, les femmes qui réussissent les écrits, voilà, on va dire, qui présentent les mêmes taux de réussite, voire un peu supérieurs en faveur des femmes. Et puis après les oraux, il n'y a presque que des hommes qui sont sélectionnés. Donc là, j'ai l'impression que ça change un peu, avec des efforts politiques et puis une évolution des mentalités. Voilà, donc l'évolution est bien en marche. Et au niveau des salaires, parce que c'est un débat aussi, l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est respecté dans des aussi hautes fonctions que dans le haut fonctionnariat? Je crois que dans la grille de la fonction publique, c'est absolument, c'est un impératif de respecter cette égalité. Mais il est vrai que moi, je voudrais ajouter à ce que dit Julie sur la diplomatie française. D'abord, pour moi, je me permets de dire cet élément-là. Julie est un exemple de femme qui réussit une très très belle carrière au Quai d'Orsay, qui est allée en poste en Ukraine au moment où c'était très difficile, qui est allée ensuite en Hongrie, et elle arrive maintenant à l'UNESCO, et qu'on a la chance d'avoir de jeunes, les vieilles ambassadrices comme moi, d'avoir de jeunes collègues remarquables comme Julie, qui aussi ensemble, nous avons constitué une association qui s'appelle Femmes et Diplomatie, et qui donc défend les intérêts des femmes en diplomatie. Et ce que décrit Julie, le phénomène que décrit Julie, des concours et ensuite des affectations, du décalage qu'il y avait il y a quelques années, l'association Femmes et Diplomatie a joué un énorme rôle de plaidoyer auprès des autorités françaises, des autorités du Quai d'Orsay et des autorités françaises pour réduire ce décalage et faire de sorte que les conditions puissent être réunies pour favoriser le nombre de femmes à des postes de responsabilité. Parce qu'en fait, la question, c'est ça. C'est l'égalité entre hommes et femmes au poste d'encadrement. Vous connaissez une loi qui s'appelle la loi Sauvadet, qui impose à la fonction publique d'atteindre l'égalité homme-femme à partir de 2017, si je me souviens bien. Et à compter, faute de quoi, des pénalités étaient payées. Femmes et Diplomatie, à un moment donné, a montré que le Quai d'Orsay, en n'assurant pas cette égalité homme-femme au niveau de l'encadrement, payait 450 000 euros d'amende, et le Quai d'Orsay avait intérêt à nommer plus de femmes pour réduire sa dette de ce point de vue-là. Et à l'UNESCO, peut-être un mot. Comme le dit Julie, la directrice générale Audrey Azoulay, quand elle a été élue en octobre 2017, s'est fixé notamment une priorité qui est l'éducation de la femme et de la fille. Eh bien, merci beaucoup, mesdames. On va maintenant pouvoir passer à nos autres invités, mais avant, reportage. En direct
du parc Michel Dornano. Écoutez-nous sur RNJ.